Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré du cinéma. Ah oui, un gros morceau, hein. Alien, de Ridley Scott, 1979. Un film qui a vraiment changé la donne entre science-fiction et horreur. Totalement. Et pour en parler, on a pioché un peu partout. Des discussions passionnées sur Reddit, et puis un article Wikipédia, en espagnol d'ailleurs, très fouillé sur sa création. Notre but, c'est de décortiquer un peu pourquoi ce film est devenu si culte, pourquoi il nous marque encore autant. Exactement. Comprendre les rouages de ce succès. Et ce qui est fou, c'est ce décalage au début, non? Des critiques pas toujours tendres, jugeant l'intrigue un peu simple. Oui, pas très créatif, certains disaient. Et puis, bam! La reconnaissance, l'Oscar des effets visuels. Ça montre bien qu'il y a autre chose. Clairement. Alors, l'origine, c'était quoi? Ça part d'où? Mais ça part d'un scénario de Dan O'Bannon, qui avait déjà bossé sur Dark Star. Il développe ça avec Ronald Shusett. Et le titre initial, c'était pas Alien. Non, c'était Star Beast. Moins percutant, on va dire. Carrément moins. Et là arrive la rencontre déterminante avec Asher Giger. Raconte-nous ça. Alors Giger, O'Bannon le repère sur le projet maudit de Dune de Jodorowsky. Et c'est une révélation. L'art de Giger, il le décrit comme perturbant, mais beau. C'est ça qui est fascinant. C'est pas juste un monstre. Ah non, pas du tout. C'est bien plus profond. Giger amène cette esthétique biomécanique, très organique, presque sexuelle, quoi. Ça touche à des peurs très profondes, la violation du corps, la transformation. C'est une horreur très viscérale. Voilà, c'est l'horreur biologique à l'état pur. Et Ridley Scott, quand il prend les rênes, il va dans ce sens, mais en ajoutant une touche plus terre-à-terre. Exactement. Scott, il veut pas de la science-fiction pro-prête, aseptisée. Il imagine des camionneurs de l'espace. L'ambiance col bleu, oui. Il dit même vouloir faire le massacre à la tronçonneuse de la science-fiction. Sa vision est tellement claire, ses storyboards tellement forts, Oui. que la Fox finit par doubler le budget. Ah oui. Ils ont senti le potentiel, je crois. Et ça se ressent dans tout le design. Ce contraste entre Giger et le vaisseau humain. C'est frappant. D'un côté, l'univers de Giger, organique, cauchemardesque, le vaisseau alien échoué, le fameux Space Jockey. Iconique. Et de l'autre, le Nostromo, conçu par Ron Cobb et Chris Foss. Là, c'est industriel, fonctionnel, sale, usé, presque banal. Et c'est ce contraste qui rend l'horreur encore plus brutale quand elle s'immisce. Tout à fait. Et les décors du Nostromo, tous connectés. Ça renforce cette claustrophobie, ce sentiment d'être piégé. On est loin du vaisseau chromé et immaculé. Alors, il faut qu'on parle de la scène, le chest burster. Ah, la scène culte. Comment ils ont réussi ça? C'est un mélange de technique et un peu de malice de Scott. Malice, c'est-à-dire Il n'a pas tout dit aux acteurs sur la violence du truc, surtout à Veronica Cartridge. Il savait qu'un truc allait sortir de John Hurt, mais pas l'explosion de sang et de viscères. Attends, sérieux? Oui, ils ont utilisé des pompes, des pétards, des vrais abats. La réaction de choc, de dégoût des acteurs, elle est en partie authentique. Incroyable. On comprend mieux pourquoi c'est si puissant à l'écran. Et le design de la créature elle-même, inspiré par Francis Bacon. Oui, ça ajoute à l'horreur pictorale. Sans oublier les autres créations de Giger, le facehugger, l'ovomorphe, l'œuf. C'est tout un écosystème cauchemardesque. Et au milieu de tout ça, le casting. Sigourney Weaver en replay. Alors ça, c'était un choix audacieux. Une quasi-inconnue pour un rôle principal. Surtout dans ce genre très masculin à l'époque. Qu'est-ce qui fait de Ripley un personnage si fort, au-delà du fait que ce soit d'une femme? C'est un mélange, je pense. Le scénario lui donne déjà une base solide, elle est compétente, pragmatique, mais c'est vraiment l'interprétation de Weaver et la direction de Scott qui la rendent iconique. Elle n'est pas définie par les hommes autour d'elle. Non, elle est définie par sa capacité à survivre, son intelligence, sa force intérieure. Elle passe de membre d'équipage qui suit les règles à une guerrière, presque. Et autour, t'as des acteurs comme Ian Holm qui apportent beaucoup de poids. Et Tom Skerritt qui avait dit non au début. Oui, à cause du budget initial trop faible, paraît-il, il a dû être content de revenir. On imagine. Tout ça nous amène à un héritage colossal. Ah oui, immense. Le film est entré au National Film Registry, il est toujours dans les classements des meilleurs films. Son influence sur la SF, l'horreur, elle est partout. Même dans les jeux vidéo, tu disais. Oui, l'ambiance d'Alien a infusé plein de jeux. On pense souvent à Metroid pour son atmosphère oppressante, par exemple. Et bien sûr, toute la franchise qui a suivi. Avec des hauts et des bas, certes. Certes, mais ça prouve la force du concept de base. Donc si on résume, Alien, c'est cette alchimie parfaite, le mélange des genres SF-horreur, la vision artistique hyper forte de Scott et Giger. Mhm. Les scènes chocs inoubliables comme le chestburster, et bien sûr, ce personnage central, Ripley, qui a tout changé.
La question pour finir, pour lancer la réflexion, qu'est-ce qui fait que ça marche encore si bien aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment cette connexion aux peurs primales, l'inconnu, la violence corporelle, la naissance monstrueuse incarnée par le design si particulier, si sexuellement chargé de Giger? Bonne question. Ou alors est-ce que c'est peut-être le sous-texte, plus discret dans le premier film, mais bien là, sur l'individu face à la corporation? Weyland Yutani, prête à tout sacrifier pour le profit. Ça résonne peut-être particulièrement fort aujourd'hui, non? Et c'est ça qui expliquerait pourquoi le film nous parle encore autant. Qu'en penses-tu?